Perspectives scientifiques. Les portes de Thanatos, une série d'Émile Noël, aujourd'hui 14e et dernière émission, La science et la foi avec Patrick de Wavrin. Cette série traite des états de conscience dont témoignent certaines personnes ayant vécu des situations extrêmes comme impression de mort imminente, stress, etc. Et ce phénomène, souvent classé sous le sigle NDE, Near Death Experience, au cours duquel la personne connaît des perceptions extraordinaires, peut lui donner l'impression d'avoir vécu un voyage dans un autre monde. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, nous avons, dans les émissions précédentes, interrogé les neurosciences, la psychiatrie, la psychologie, la physique même et l'anthropologie en général. Nous avons aussi sollicité les textes sacrés d'Orient et d'Occident. Et nous voici arrivés avec cette 14e émission au terme de notre enquête. Pour terminer cet itinéraire transdisciplinaire, il semble utile de revisiter les divers aspects du phénomène pour tenter de séparer le raisonnable de l'extrapolation. Peu après la parution du livre de Raymond Moody, vers la fin des années 70, Patrick de Wavrin, psychiatre, proposa et obtint de son directeur d'études, le professeur Yves Pélissier, de faire son mémoire de psychiatrie sur les phénomènes de conscience à l'approche de la mort. Et c'est avec lui que nous allons faire le point aujourd'hui. Il a soutenu son mémoire en 1980. Son enquête représente sans doute la première enquête française sur la NDE. Elle porte sur 33 patients ayant connu ces états critiques, ces états extrêmes. 3 patients seulement sur 33 avaient vécu une expérience se rapprochant de celle décrite par Raymond Moody. La première conclusion que j'en ai tirée, c'est que les phénomènes décrits par Moody existaient, mais que leur fréquence avait probablement été considérablement surévaluée par les Américains. Il faut dire aussi que les Américains avaient fait une étude dans laquelle ils avaient uniquement additionné que des témoignages positifs, mais ils n'avaient pas fait d'étude prospective. Je crois que j'ai dû être un des premiers, même je dirais, dans le monde à faire une étude prospective. Et on peut considérer probablement que la fréquence de ces expériences doit être de l'ordre de 1 à 3% des patients qui vivent des états critiques en réanimation. Et que ces 1 à 3% ne vivent en général qu'une partie du scénario décrit par Moody, mais pas la totalité. Et alors ensuite se pose évidemment la question de l'interprétation. Alors là, je dirais que c'est assez variable suivant les phénomènes. Il y a un phénomène qui, par exemple, est très bien compris maintenant et parfaitement répertorié, qui est le défilé panoramique de la vie. Le sujet voit défiler tout d'un coup comme ça toute son existence. Alors ça, on sait que c'est un phénomène qui se déclenche très fréquemment chez des personnes qui vivent une menace de mort imminente, mais qui finalement n'ont aucune atteinte physique. Je prends par exemple l'alpiniste qui dévisse, qui a le sentiment qu'il va se tuer et qui finalement tombe sur un tapis de neige et n'a rien. Eh bien, dans les quelques secondes pendant lesquelles il tombe dans le vide et il croit qu'il va mourir, il y a très souvent un phénomène d'accélération de la pensée considérable, avec un défilé panoramique de la vie, avec des sentiments d'euphorie, très souvent des hallucinations auditives ou visuelles, parfois même une immersion dans la lumière. Et là, il s'agit d'un phénomène qui est déclenché uniquement par le stress. On a également des témoignages similaires chez des camionneurs dont les freins du camion lâchent dans une descente et qui au dernier moment arrivent à remettre en état les freins, enfin les refaire fonctionner. Et donc finalement, ils arrivent à freiner leur camion. Et bien dans les quelques secondes où ils pensent qu'ils ne pourront plus rien faire et qu'ils vont s'écraser, un certain nombre de phénomènes se déclenchent comme l'accélération de la pensée, l'euphorie, le défilé panoramique et parfois les immersions dans la lumière. Bien, alors si l'on prend par exemple la vision panoramique de la vie, c'est un phénomène qui avait été noté il y a déjà un certain temps par des neurologues, notamment au début de ce siècle, chez les rescapés de noyades. Et la première hypothèse qui avait été formulée était de dire qu'il s'agit probablement d'un phénomène qui est lié à l'anoxie cérébrale du fait de la noyade.
Et puis, on a découvert qu'un certain nombre d'autres personnes, qui justement avaient vécu des menaces de mort imminente, mais n'avaient eu finalement aucun traumatisme, avaient également vécu ce phénomène de défilé de la mémoire. Et on considère actuellement qu'il y a une explication très simple du phénomène. Il s'agit tout simplement d'un état qui est lié à une hyperactivation corticale. Je veux dire par là qu'il y a une fantastique mobilisation de tous les circuits neuronaux, une accélération de la pensée, et cette excitation corticale engendre une désinhibition d'un certain nombre de circuits qui sont liés à la mémoire, et avec en même temps une libération de représentations qui sont celles liées à la mémoire de notre vie. Donc on peut considérer que le défilé panoramique de la mémoire est un phénomène qui est tout à fait naturel et tout à fait lié à l'activation du cortex cérébral. Oui, mais alors pour les rencontres, les visions des parents décédés, par exemple. Un des gros arguments de Raymond Moody était de dire les gens ne voient, quand ils sont adultes, que des parents décédés, qui les accueillent au bout du tunnel dans l'au-delà, et quand ce sont des enfants, ils voient des inconnus. Bon. Je dois dire que j'ai eu l'occasion de recueillir encore au cours des dernières années un certain nombre de témoignages en France, et que le phénomène est beaucoup moins pur que ce qu'a décrit Raymond Moody. Il y a des cas en France de personnes qui ont vu la lumière au bout du tunnel, qui ont vu leur apparaître, par exemple, leur père qui était décédé. Et puis à côté du père qui était décédé, il y avait la mère qui était encore en vie et il y avait toute la famille qui était en vie. Il y a aux États-Unis le cas d'un jeune garçon de 16 ans qui s'est tiré une balle de fusil accidentellement dans le thorax, qui avait une hémorragie interne grave. Il a vu lui apparaître dans la pièce où il se trouvait une personne, je crois, qui était décédée dans sa famille, et il a vu lui apparaître également sa jeune cousine qui avait 14 ans et dont il était secrètement amoureux. Donc on ne peut pas dire que les visions comme ça de l'au-delà, au bout du tunnel, ne concernent que des personnes décédées. Ça concerne aussi des vivants, et on a vraiment le sentiment qu'il s'agit là de la réalisation hallucinatoire d'un désir, à savoir du désir de voir présents ceux que l'on aime, et en particulier ceux que l'on a aimés qui ne sont plus là, et à l'égard desquels on pourrait dire qu'on est un peu en état de privation sensorielle, mais également parfois aussi des vivants que l'on aime et que l'on voudrait garder avec soi dans un état où on se dit qu'on va peut-être mourir. Voilà pour ce qui concerne la vision des parents décédés. On peut imaginer assez facilement qu'il s'agit là de la réalisation d'un désir, d'une compensation pour disons, échapper à l'angoisse de la mort, et qu'on retrouve dans l'au-delà tous ceux que l'on aime. Et en ce qui concerne l'immersion dans la lumière, maintenant, quelle est votre position ? En ce qui concerne l'expérience d'immersion dans la lumière, ça c'est une expérience, je crois, qui est particulièrement intéressante parce qu'elle est universelle, elle est complètement transculturelle. Alors, l'immersion dans la lumière ne se voit pas que dans l'approche de la mort. L'immersion dans la lumière se voit également dans certaines techniques psychothérapiques comme le rêve éveillé dirigé, où on suggère au sujet que son esprit va s'élever à la verticale vers le ciel, et au fur et à mesure que sa conscience s'élève, très souvent un certain nombre de sujets racontent qu'ils ont le sentiment que la lumière change, devient de plus en plus brillante, qu'il s'y associe des sentiments d'euphorie, l'impression de réconciliation avec le cosmos, une impression de connaissance intégrale, de toute puissance, et on retrouve là absolument tous les thèmes qui sont décrits dans la NDE. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une approche de la mort. Donc on peut bien dire que l'immersion dans la lumière ne survient pas exclusivement à l'approche de la mort. Ça survient également dans le cadre des illuminations mystiques spontanées, et ça se retrouve tout aussi bien dans la culture religieuse chrétienne que dans la culture bouddhiste, puisque le fondement du bouddhisme a été l'illumination du Bouddha, dans la culture islamique, dans des également religions non révélées, comme des cultures chamaniques, les Esquimaux également, toute une tradition de la recherche de l'expérience de la lumière et de l'immersion dans la lumière. Et on a vraiment le sentiment que cette expérience-là est le noyau primaire de l'expérience mystique en général.
Et on peut formuler l'hypothèse qu'elle existe de façon latente chez tout être humain et qu'un certain nombre de stimulus, qui sont des stimulus adéquats, est susceptible de faire émerger cette expérience à la conscience humaine. C'était en tout cas la conclusion déjà qu'avait tiré William James, qui était un grand psychologue américain du début du siècle, qui était le frère d'Henry James, le romancier. Et William James, qui avait donc écrit ce livre Anthropologie de l'expérience religieuse, pensait que l'expérience religieuse, l'expérience mystique était latente absolument chez tout être humain, indépendamment de son conditionnement culturel. Et on peut penser aussi que l'immersion dans la lumière est une expérience, je dirais, probablement soit inscrite, je dirais presque génétiquement, dans les structures mêmes de notre inconscient, soit apprise dans les premiers mois de la vie, la lumière faisant justement référence aux toutes premières expériences de la vie. L'enfant se rend compte qu'avec la lumière, il retrouve ce qu'il aime, alors que dans l'obscurité, il est séparé de tous. Et c'est probablement une des toutes premières expériences qui est affectivement, massivement investie par l'enfant. Le tunnel obscur est probablement également la visualisation, la représentation de notre angoisse, de l'angoisse de mort, de l'angoisse de la séparation de tous ceux que l'on a aimés. C'est un symbole que l'on retrouve très souvent exprimé par des patients au cours de psychothérapie, soit de psychanalyse, soit de psychothérapie par le rêve éveillé dirigé. Dans des moments d'angoisse, le patient a le sentiment de s'enfoncer dans un trou noir ou dans un tunnel. Et très fréquemment, à partir d'un certain moment dans le processus, il y a un renversement symbolique qui se produit et de la lumière apparaît dans le noir. D'ailleurs, c'est une règle dans Rêve éveillé dirigé que lorsque l'on demande à un sujet de s'imaginer en train de s'enfoncer dans la terre, il se voit aller de plus en plus dans la profondeur et dans le noir, et à un moment donné, au fond du gouffre, si l'on peut dire, il trouve très souvent soit une source d'eau, soit de la lumière. Et inversement, quand l'on monte vers le ciel, on trouve progressivement de la lumière, de l'euphorie, mais il peut y avoir aussi un renversement symbolique et on voit apparaître très souvent des nuages noirs ou une présence menaçante. Et ce qui était lumière et euphorie se transforme tout d'un coup en menace ou en angoisse. Cela fait partie un petit peu, je dirais, des circulations symboliques qui sont liées au fonctionnement de l'imaginaire humain et qui sont les mêmes chez à peu près tout le monde. Il y a un autre aspect qui fait peut-être question, ce sont les causes du déclenchement d'un tel phénomène. On sait maintenant que la NDE n'est pas uniquement déclenchée par l'imminence de la mort. D'une part, on savait qu'elle était déclenchée par une menace de mort sans atteinte physique, ce qui, soit dit en passant d'ailleurs, ne va pas du côté de l'hypothèse de neuromédiateurs qui seraient libérés à l'occasion d'une anoxie cérébrale, puisque là, il n'y a pas d'anoxie cérébrale, le cerveau est tout à fait intact. Et on sait que la NDE peut également se produire dans des circonstances telles que l'orgasme sexuel ou dans des états de relaxation. Et en fait, on voit bien que le phénomène est déclenché soit par l'hypovigilance, soit par l'hypervigilance. C'est-à-dire deux états dans lesquels les renseignements sur la position du corps sont considérablement diminués. Dans le cas de la relaxation, on peut considérer que le corps étant relativement inerte, il y a de moins en moins de renseignements qui viennent au cortex cérébral sur la position du corps et qu'à un moment donné, le sujet perd le sentiment de ses limites corporelles et qu'il s'agit là peut-être d'un phénomène inducteur de la NDE. L'autre cas de figure qui est le cas inverse, qui est au contraire l'hypervigilance. Il s'agit là d'un phénomène d'excitation corticale dans lequel la pensée est massivement mobilisée et le sujet à ce moment-là ne perçoit plus les renseignements qui viennent justement de la position de son corps. Il a l'impression de devenir un pur esprit. Et dans ces deux cas de figure, on peut penser qu'il y a à ce moment-là un phénomène de bascule. Le sujet, n'ayant plus la perception de son corps, a besoin de maintenir, je dirais, un environnement qui soit sécurisant.
En ce qui concerne le vécu de décorporation, c'est un état, c'est un vécu qui a suscité, me semble-t-il, un assez grand nombre de travaux. Où est-ce qu'on en est actuellement? Le phénomène de la décorporation a été étudié par un certain nombre d'auteurs anglo-saxons, notamment une chercheuse anglaise qui s'appelle Susan Blackmore, un Australien qui s'appelle Irwin, et 2 psychanalystes américains qui s'appellent Twemlow et Gabbard. L'hypothèse la plus intéressante qui a été formulée concernant ce phénomène est l'idée suivante. Nous aurions besoin, pour percevoir notre environnement, d'utiliser en permanence une certaine mémoire immédiate de notre environnement. Je veux dire par là que, par exemple, lorsque je me déplace dans mon appartement, je perçois où se situent les murs, je perçois également la porte de la chambre que je vais franchir, mais j'ai en même temps en permanence présent dans ma mémoire immédiate une représentation géographique de la pièce où je vais me rendre, par exemple ma chambre. S'il s'avère que mes perceptions, pour des raisons diverses, comme par exemple l'hypovigilance, venaient à s'abaisser, il pourrait y avoir pendant un certain temps un remplacement des perceptions par cette mémoire géographique immédiate. Et au lieu de percevoir, je ne ferai que me souvenir. Ce qui expliquerait que les sujets qui vivent des décorporations reproduisent par leur mémoire leur environnement immédiat tout en ayant le sentiment d'être en dehors de leur corps. Et quand on interroge des personnes qui ont fait des décorporations, on s'aperçoit qu'il y a toujours certaines erreurs dans la perception de l'environnement où ils se trouvent. Par exemple, une patiente, au cours d'un accident, raconte qu'elle a vu les pompiers venir vers elle, mais la voiture de pompiers, au lieu d'être rouge, était bleue. La couleur des cheveux des sauveteurs n'était pas également la couleur réelle. Et on s'aperçoit qu'il y a 10 ou 20% d'erreurs dans la description de l'environnement. Eh bien, très curieusement, quand on demande à quelqu'un de décrire un endroit qui lui est familier, par exemple sa chambre à coucher, on s'aperçoit qu'il fera également 10 à 20% d'erreurs. Et ce sont exactement le même type d'erreurs que l'on retrouve dans la décorporation. On s'est intéressé également à savoir qui faisait des décorporations, et on a eu la surprise de découvrir que 90% des personnes qui font des décorporations ne sont pas en situation d'approche de la mort. Ce sont des personnes qui soit sont en état de détente, de relaxation, en phase d'endormissement, en phase de réveil, ou alors, à l'inverse, confrontées à un stress, à une excitation, voire à un orgasme sexuel. De même que dans la NDE, on constate que c'est soit l'hypovigilance, soit l'hypervigilance qui est un facteur déclenchant du phénomène. Et dans les 2 cas, il y a une perte des repères corporels, on n'a plus de renseignements sur la position de son corps, et il y a également probablement une certaine perte des afférences sensorielles venant de l'environnement. On a également découvert qu'il y avait 2 façons de se représenter dans l'espace. Quand on demande à quelqu'un, par exemple, ce qu'il faisait la veille, eh bien, certaines personnes se représentent avec ce qu'on appelle la vue en vol d'oiseau, c'est-à-dire qu'ils se voient par au-dessus d'eux-mêmes, et un certain nombre d'autres personnes se voient, au contraire, à travers leurs yeux, c'est-à-dire qu'ils imaginent ce qu'ils faisaient de la même façon qu'ils avaient leur conscience dans leur corps la veille. Mais certaines personnes s'imaginent au contraire en dehors d'elles-mêmes. Eh bien, les personnes qui font des décorporations sont presque toujours des personnes qui se représentent en vol d'oiseau. On a constaté également que les personnes qui faisaient des décorporations avaient une capacité d'absorption mentale supérieure à la moyenne et donc elles présentaient un profil psychologique un peu particulier. Néanmoins, ce sont des personnes qui n'ont en général aucun antécédent psychopathologique et qui ont même, semble-t-il, une propension à halluciner plutôt plus faible que la moyenne de la population générale. Il y a donc certains facteurs prédisposants liés à la personnalité, liés aux circonstances. Mais on ne peut pas en dire plus que ça. Je veux dire, pourquoi certaines personnes font des décorporations, pourquoi d'autres n'en font pas, il n'est pas possible de donner complètement la réponse à l'heure actuelle. Il faut dire également qu'il y a actuellement 3 théories neuropsychologiques
pour expliquer la décorporation et que le fait qu'il y ait 3 théories semble montrer que on n'a pas encore d'explication totalement satisfaisante du phénomène. Ce qui est intéressant tout de même, c'est de voir que la clinique psychiatrique ou psychanalytique ou la neurologie n'avait pas de réponse satisfaisante à donner concernant ce phénomène et qu'il s'agit manifestement ni d'une otoscopie ni d'une épilepsie temporale, mais qu'il s'agit davantage d'un phénomène qui est lié à probablement notre mémoire et également des difficultés dans l'intégration ou dans la perception de notre environnement et de notre corps. Il semblerait qu'il y ait là le point de départ de déclenchement du phénomène, soit une rupture dans les afférences sensorielles, nous renseignant sur la position de notre corps, qui ne viendrait plus, je dirais, renseigner notre cortex cérébral et que donc la décorporation serait comme un phénomène compensateur par rapport à cette interruption. Alors, 15 ans après la parution du premier livre de Raymond Moody, qui a popularisé ce phénomène, quel bilan peut-on tirer des travaux faits jusqu'à présent? Est-ce qu'on a maintenant une meilleure connaissance du phénomène? Bien, je crois qu'on peut dire effectivement un certain nombre de choses. La première, c'est qu'il est exact qu'un certain nombre de personnes vivent ces expériences de NDE, d'immersion dans la lumière, de défilé panoramique de la mémoire, de vision de parents décédés. La communauté scientifique avait mis un peu en doute les témoignages lorsque le livre était paru, mais toutes les recherches qui ont été faites ultérieurement ont montré qu'il y avait un certain nombre de personnes, en nombre beaucoup plus faible que ce qu'avait décrit Raymond Moody, mais qu'il existait réellement des personnes qui vivaient ces expériences et qu'il continue à y en avoir tous les jours. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que le phénomène est quand même beaucoup moins pur que ce qu'il avait été décrit au départ. Il y a des gens pour qui l'expérience n'est que très partielle, parfois porteuse d'angoisse. Il y a des personnes également pour qui l'expérience n'aura pas de conséquences positives. Elles auront du mal à l'intégrer dans leur existence. Ça leur donnera au contraire une certaine inadaptation. Et puis il y a d'autres personnes, je dirais les conséquences sont très favorables et très positives. Ce sont des personnes qui modifient leurs valeurs et leur éthique dans la vie, mais qui surtout semblent avoir des relations aux autres qui soient améliorées. Alors je crois qu'il faut d'abord, vis-à-vis de tous ceux qui vivent ces expériences, avoir un grand respect, ne pas essayer de les réduire à tout prix, car elles peuvent être pour certaines personnes fondatrices et elles peuvent avoir un effet donc, je dirais, dynamisant dans leur existence. Néanmoins, d'un point de vue strictement scientifique, il est exact qu'un certain nombre des phénomènes peuvent recevoir des explications neuropsychologiques tout à fait satisfaisantes, notamment le défilé panoramique de la mémoire, qui peut être lié à un phénomène d'activation corticale, notamment la vision de parents décédés. On s'est rendu compte que bien souvent, il y avait aussi des visions de personnes vivantes, et donc il s'agit probablement d'une satisfaction hallucinatoire d'un désir. D'autres phénomènes comme l'assentiment de connaissance intégrale également, peuvent être liés à l'activation corticale. Donc le phénomène d'immersion dans la lumière, qui est l'un des côtés les plus spectaculaires de la NDE, nécessite très certainement d'être étudié de façon un peu différente des autres phénomènes. Je dirais que sa présence dans toutes les cultures religieuses, sa présence chez des personnes qui sont agnostiques et qui s'y trouvent brutalement confrontées, comme dans le cas des illuminations spontanées, laisse penser qu'il s'agit d'une expérience qui existe de façon, je dirais, de représentation plutôt mentale, qui existe de façon latente chez tout être humain et qui peuvent se réactiver sous l'effet de certains stimulus. Et ça nous fait poser la question également de savoir quelle utilité sociale peut avoir ce type d'expérience. Nous savons qu'elle continuera à exister et que ceux qui la vivent en sont bouleversés. Et il n'est pas possible d'y donner une réponse simple en disant qu'il s'agit d'un pur phénomène hallucinatoire. Je crois qu'il faut essayer de lui donner un sens qui soit culturellement acceptable, aussi bien pour ceux qui sont croyants que pour ceux qui restent agnostiques.
Au terme de cette enquête, nous voici revenus aux questions qui nous mirent en chemin. Qu'y a-t-il donc derrière les portes de Thanatos? Que sommes-nous venus faire sur ce banc de sable que découvrent une minute les flots du temps, comme dirait Shakespeare? Il y a, semble-t-il, encore beaucoup à débattre entre celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. La certitude de la réponse ne semble pas pour demain. Mais pour reprendre en guise de conclusion une remarque de mon premier interlocuteur dans cette série, l'anthropologue Louis-Vincent Thomas, peut-être la Bhagavad Gita a-t-elle raison lorsqu'elle nous dit « Ce qui est ne peut cesser d'être ». Je vous rappelle pour terminer qu'un essai a été réalisé à partir de cette enquête radiophonique. Il est publié sous le même titre, Les Portes de Thanatos, aux éditions Échelle, et vous y trouverez une bibliographie sélective concernant les différents aspects de ce sujet. C'était Perspective scientifique. Les Portes de Thanatos, une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, 14e et dernière émission, La science et la foi avec Patrick Devavrin. Mixage, Maurice Billard. Réalisation, Noureddine Sanouni.